Si mon bureau de vote était dans l'école en bas de chez moi, cela me permettrait de revoir cet établissement dans lequel j'ai étudié en CE1, sa cour avec ses arbres, et peut-être de me souvenir d'un truc important qui ressurgirait. Et du coup, j'irais peut-être voter. Pour ça. Mais j'étais inscrit dans le lot. Et surtout, il aurait fallu convaincre mon abstentionnisme maladif, ce côté anarcho-écologiste tendance des proches qui ne me quittait jamais très longtemps. Non, je ne voterai pas. Je n'avais déjà pas voté au premier tour. Je savais bien que je n'irais pas, comme en 2002 d'ailleurs. Malgré tout, comme je m'ennuyais un peu, j'avais décidé de militer après le premier tour pour faire rempart contre le front. J'appelais à voter contre la blonde et ses camarades de jeu, à déposer dans l'urne le nom terrible d'Emmanuel Macron. Je répétais haut et fort qu'en 2002, il n'y avait aucun risque, alors que maintenant, il y avait le précédent Donald T. Donc tout, apparemment, était possible en ce début de XXIe siècle. La réalité virtuelle, l'arbitrage vidéo dans le football, la blonde. Le climat général semblait propice, et j'argumentais ça et là sur les réseaux sociaux, avec ceux qui disaient qu'ils n'iraient pas. Pour tout dire, je les trouvais nombreux, mais je me rassurais en me disant que mon mur, sur Facebook, était rempli d'insoumis qui, pour la plupart, renvoyaient dos à dos les deux finalistes, argumentant qu'on ne choisissait pas entre la peste et le choléra. Et je jouais à penser que c'était flippant, ça occupait mes journées. Je criais haut et fort qu'il fallait aller voter. Je sais, c'était faux cul. Je n'en étais pas fier. Je me mentais à moi-même, aux autres, et je ne savais pas trop pourquoi j'étais comme ça. Et me disais qu'il serait vraiment temps, à mon âge, de consulter. À y réfléchir, c'était quand même malsain. J'avais même menti à ma mère. J'avais regardé une interview de Michel Onfray au lendemain du premier tour, où il était particulièrement en forme, le Michel. Je recommande, on peut la voir sur YouTube. Il était certain de voir la blonde battue au soir du 7 mai. Et je savais qu'il devait avoir raison. Michel, il était intelligent et avait l'analyse politique fine, même s'il était par trop souvent insupportable. Parce que s'il avait tort, on aurait l'air malin, Michel et moi, de ne pas avoir voté. Bref, j'en étais là dans mes réflexions le jour du 7 mai. Pour tout dire, j'avais même prévu d'aller au cinéma, car je savais qu'il n'y aurait pas grand monde, et je n'étais pas particulièrement enjoué de voir en direct des journalistes perchés sur des motocyclettes pourchassant dans Paris le victorieux Emmanuel. J'étais donc là, vers 20h, devant le dernier Fast and Furious, avec mon popcorn et ma canette de bière, le soir du 7 mai, absolument tout seul dans cette salle, c'était royal. J'aimais beaucoup ce cinéma. Il avait la particularité de laisser passer le réseau. Je pourrais donc recevoir des textos et pourrais échanger avec mes amis sur le score d'Emmanuel. 60, 70, 80%, tout en gardant un œil sur Fast and Furious. J'étais tellement confiant que quand je reçus la photo que m'envoyait mon ami Pascal, je crus tout d'abord que c'était un fake. Ce n'était pas possible. Très vite, vers 20h20, des clameurs provenaient du dehors, puis des bruits d'explosion. Mais était-ce vraiment la fête ? Le film était terminé, et je me disais que je pouvais rester dans la salle. Cependant, l'idée de voir 2 fois de suite Fast and Furious ne m'emballait pas. Je sortais du cinéma, un peu inquiet. Dehors, des gens couraient, d'autres se battaient, des voitures étaient en feu. La guerre civile ne faisait que commencer. Je prenais alors un billet pour le dernier Danny Boone et me contentais d'un Coca-Cola au distributeur. Aller acheter une autre bière chez l'épicier arabe d'en face me paraissant bien trop risqué.